Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et meilleurs vœux pour cette année, puisqu'on est encore au mois de janvier, donc on a le droit de pouvoir se souhaiter la bonne année. Voilà. Bienvenue au Bouillon pour cet événement autour de Dune. Je vous explique, si la communication n'était pas assez explicite, comment fonctionnera l'événement. Donc on vous propose cette conférence table ronde autour de l'univers de Dune avec Roland Lehoucq, Lloyd Cherry et Jean-Sébastien Steyer, que je remercie vivement d'être venus jusqu'à nous, et on est très très heureux de les recevoir. Donc cette conférence table ronde qui sera proposée, et ensuite il y aura une dédicace dans le hall des ouvrages qui sont présents grâce au temps moderne, que je remercie aussi, dont je remercie la présence. Merci José, merci à la librairie Les Temps modernes qui nous accompagne sur l'ensemble de cette soirée, notamment dans le prolongement de cette conférence. Vous avez les ouvrages qui sont présents là, notamment donc Tout sur Dune par Lloyd Cherry, et puis l'ouvrage collectif Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète univers. Et puis après la dédicace, pour ceux qui le souhaiteraient, donc nous proposerons la projection du film de Frank Pavich, documentaire sur ce film qui n'a jamais vu le jour, de Alexandre Jodorowsky, qui avait prévu d'adapter Dune, avec une pléiade d'acteurs aussi étranges, aussi que Salvador Dali, Mick Jagger, etc. Ça sera pour la deuxième partie ou la troisième partie de la soirée. Je voulais aussi remercier, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à nos trois invités, remercier Christophe Bobra, Élodie Lebert et la Maison pour la Science en Centre-Val de Loire, avec qui nous avons travaillé pour proposer l'ensemble de cet événement. Voilà, donc qu'ils en soient remerciés, et c'est génial quand on peut travailler en collaboration sur ce type d'événement, et puis donc effectivement aussi les temps modernes. Et dernière chose, notre collaboration ou notre partenariat avec la Maison pour la Science Centre-Val de Loire se poursuivra également la semaine prochaine. Donc je vous invite à venir si vous êtes intéressés. Nous projetterons la captation de l'opéra de Robert Wilson et de Philip Glass qui s'appelle Einstein on the Beach. Einstein sur la plage. Donc un opéra qui porte sur Einstein, qui porte sur plein d'autres choses aussi. C'est une œuvre absolument étonnante, un ovni du théâtre musical qui vous est proposé à partir de 18h mercredi prochain, le 31 janvier, ici même. C'est une œuvre assez incroyable. Ça sera une vidéoprojection, donc avec tout ce que ça implique par rapport à l'œuvre représentée. L'opéra dure 4h30, je préfère vous prévenir. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de venir à toute la projection, mais vous pouvez venir découvrir au moins première heure, la deuxième heure, la troisième heure, comme vous voulez. Voilà, toute la programmation du Bouillon, vous pouvez la retrouver, comme j'ai vu, certains l'ont fait, sur le flyer qui est proposé à l'entrée de la salle, et également évidemment sur le site avec plus de détails, www.lebouillon.fr. Voilà. Bonne soirée avec Dune, avec son univers, et je laisse la parole à nos trois invités. Merci beaucoup, merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour cet événement autour de Dune. On va commencer assez simplement, chacun va se présenter, comme ça déjà vous allez un peu pouvoir nous remettre. Roland, est-ce que tu peux commencer ? Oui, parfaitement, Lloyd, tu peux commencer. Je suis donc Roland Lehoucq, je suis astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, au département d'astrophysique à Saclay, sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne. Et je suis aussi actif, on va dire, de la diffusion des connaissances scientifiques en utilisant la science-fiction depuis un certain temps. Et je suis aussi président des Utopiales, le festival de science-fiction qui se déroule chaque année dans la ville de Nantes autour du 1er novembre. Cette année, en 2024, ça sera du
31 octobre au 4 novembre, je crois. Enfin, il faudra vérifier, mais je crois que c'est ça. Et tu as dirigé un ouvrage sur Dune. Ah oui, c'est vrai qu'on est là pour Dune, c'est vrai, tu as raison, il est bien. Et donc j'ai eu Alors, je dirige d'abord une collection qui s'appelle Parallax, aux éditions Le Bélial, une collection qui a pour but de vulgariser des disciplines scientifiques en un sens très large, des disciplines, disons, appelons ça académiques, c'est à la fois de sciences naturelles, mais aussi de sciences humaines. Ça peut être de philosophie ou de droit ou de tout un tas d'autres disciplines, disons, moins reliées habituellement à la science-fiction, mais qui en fait sont pleinement dans la science-fiction. Et dans cette collection Parallax, j'ai eu le plaisir de diriger un ouvrage, qui est l'ouvrage jaune qu'on va poser là-bas, d'une exploration scientifique d'une planète univers, où il y a 10 auteurs-autrices qui ont apporté chacun leur expertise, dont l'un de ces auteurs est justement Jean-Sébastien Steyer pour les aspects biologiques, moi pour l'astrophysique, d'autres sur l'énergie, d'autres sur la philosophie des techniques, sur les études de genre, sur l'histoire de religion, sur la religion qu'il y a dans Dune, et toutes les questions, enfin tout un tas de questions, c'est pour montrer que cette œuvre est à la fois extrêmement intéressante, puissante, variée, et qu'on peut en dire énormément de choses avec tout un tas de disciplines pour l'éclairer. Et donc c'était à chaque fois l'occasion à la fois d'éclairer l'œuvre, mais aussi d'éclairer les disciplines qui permettent d'analyser cette œuvre. Avant de laisser la parole à Jean-Sébastien, qui a lu Dune ici dans la salle? Levez la main. Lu. C'est ça. Ah, on parle de lu, ouais, super. Qui a vu le film de David Lynch? Oui, pas mal. Très bien. Qui a vu le film de Denis Villeneuve? Une grande partie aussi. Qui a lu, vu et vu? Ah bah il y en a quand même pas mal, hein. Il y a les boss. Il y a un peu de sélection naturelle. Quand même. Jean-Sébastien, à ton tour. Bonsoir à tous et toutes, ravi d'être là. Merci aux organisateurs et aux organisatrices. Jean-Sébastien Steyer, je suis paléontologue au CNRS affecté au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Ma thématique de recherche en tant que paléontologue, j'ai deux casquettes en fait finalement. Une casquette paléontologue où je travaille sur l'origine du groupe des dinosaures et un petit peu les archosaures aussi aujourd'hui. Et puis l'autre casquette qui est celle aussi de vulgarisateur scientifique en utilisant la culture des mondes imaginaires, pardon. Ça peut être la science-fiction, ça peut être l'heroic fantasy. J'ai dirigé Tolkien et les sciences avec Roland et Loïc Mangin. J'ai dirigé, alors Tolkien et les sciences, c'est un livre collectif en fait où on extrait de ces mondes hyper complexes, hein. C'est comme Arrakis, hein, la Terre du Milieu. D'ailleurs, je me permets déjà de rentrer dans le vif du sujet. Comme par hasard, en fait, Frank Herbert, l'auteur de Dune, s'est inspiré pour sa carte de l'hémisphère nord d'Arrakis d'une autre carte d'un autre auteur, un certain Tolkien, pour justement appuyer un petit peu la géographie fictive dans ce monde hyper construit qu'on va s'amuser à décortiquer un petit peu ce soir. Donc parenthèse mise à part, on a aussi beaucoup œuvré avec Roland sous forme de chroniques science et science-fiction dans la revue Pour la Science pendant des années. 7 ans, c'est ça, ouais. Et puis certaines rubriques qui ont été compilées aussi dans un recueil aux éditions Parallax. Et puis j'ai eu le plaisir de travailler aussi, bien sûr, avec Lloyd pour son MOOC sur Dune, où on a disséqué, en fait, j'ai tenté de disséquer les vers géants des sables. Donc vous l'avez compris, en fait, j'utilise la science-fiction plus pour parler de sciences naturelles, sciences de l'évolution, un petit peu de géologie aussi, parce que j'ai une formation de géologue, avant la formation de biologiste qu'il faut aussi pour être paléontologue, parce qu'on est un petit peu à cheval entre les deux disciplines et les sciences de l'évolution en général dans la science-fiction. Super, et ben moi c'est L'œil de Chéri, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Métal Hurlant. Peut-être certains connaissent, c'est un magazine qui mélange BD et science-fiction qui a été créé par Moebius, entre autres, et Philippe Druillet, il y a bientôt 50 ans. Je suis aussi animateur d'un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF, que vous pouvez trouver sur Apple Podcast, Spotify ou autre, qui est un podcast hebdomadaire où chaque semaine, il y a des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs, des dessinateurs qui viennent parler de leur, soit de leur projet de science-fiction, soit de classiques de science-fiction. Et j'ai eu le plaisir de diriger Tout sur Dune. La première version s'appelait Dune le MOOC, et puis on a tout vendu, donc on a fait une version collector qui s'est appelée Tout sur Dune. Et donc l'idée était de rassembler une centaine de personnes, des intellectuels, des chercheurs, des romanciers, des auteurs, des réalisateurs, pour décortiquer Dune, le roman, ainsi que le Messie de Dune, et évidemment toutes les adaptations littéraires, vidéoludiques, cinématographiques, BD qu'il y a eu autour de Dune. J'ai eu le plaisir de faire travailler ces deux messieurs
qui ont écrit des articles scientifiques autour de Dune. Et dans ce beau livre, qui est devenu maintenant un beau livre, il y a aussi d'autres personnalités comme Alejandro Jodorowsky, comme Denis Villeneuve, voilà, comme des gens qui ont vraiment travaillé autour de Dune. Et donc on est tous très heureux de pouvoir parler de Dune. On va commencer, Roland. Pourquoi Dune, selon toi, plaît autant aux lecteurs de science-fiction? Pourquoi cette œuvre elle est aussi culte? Je pense que c'est une œuvre intégrale, si j'ose dire. D'ailleurs, d'abord, il y a beaucoup de romans qui ont été publiés par Frank Herbert. Après, il y a eu tout un tas de suites, etc. Mais c'est aussi une œuvre intégrale en ce sens, un peu comme l'univers de Tolkien qu'évoquait Jean-Sébastien, où il y a énormément de choses qui sont dedans, énormément, disons, de thèmes qui sont abordés et qui sont abordés de façon cohérente avec la volonté manifeste de créer un monde. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir à la fois des interactions entre les personnages, d'une part, mais le monde lui-même, la planète elle-même, est un personnage, enfin, est un élément essentiel, central de l'œuvre. Et comme cette planète a été très fouillée, parce que Frank Herbert était journaliste, et il avait notamment travaillé sur la question du mouvement des dunes de sable dans l'Oregon, comme journaliste. Il y a ces dunes de sable qui se produisent et qui se déplacent, et ça peut poser des problèmes, qui peuvent augmenter de taille, par exemple, ou se déplacer, et ça pose des problèmes pour l'agriculture ou pour simplement les gens qui habitent dans le coin. Et donc il avait beaucoup travaillé sur ces questions-là pour un article qui, je crois, n'a jamais vu le jour, et il s'est retrouvé avec toute une matière qu'il avait énormément travaillé, finalement, comme journaliste, pour pouvoir éduquer ou faire un article qui soit digne de ce nom. Et donc il a injecté dans cette œuvre toute une connaissance qu'il a établie en travaillant sur cette question-là. Et donc, ça fait un monde qui est extrêmement riche et extrêmement fouillé, puissant. Et donc, je pense que ça fait partie de l'attrait pour Dune, même si il a eu du mal d'abord à trouver un éditeur. Alors, ça a été publié tu nous raconteras ça mieux, mais il a été publié d'abord en série, dans des revues de science-fiction, dans une revue de science-fiction. Il a eu du mal à trouver un éditeur pour le publier après dans l'ensemble, c'est-à-dire le fix-up, l'ensemble des textes pour en faire un seul roman qui tient la route complètement ensemble. Et puis finalement, ça a commencé à bien marcher. Et puis c'est, je crois maintenant, sans doute, l'une des œuvres de science-fiction les plus vendues au monde, ever. Enfin, bon, les œuvres plus récentes, c'est certain qu'elles n'ont pas eu le temps de s'exprimer complètement. Celle-ci est sortie en 1965, quelque chose comme ça. Donc elle a mon âge. Et donc, ça veut dire que voilà, ça a eu le temps de bien vivre. Mais ça reste une œuvre de science-fiction majeure de la science-fiction par son succès et par la qualité de ce qu'on y trouve. C'est un peu le MOOC que tu as dirigé, puis enfin maintenant l'ouvrage que tu as dirigé et puis le suivant montre, il y en a eu d'autres encore, montre la richesse des thématiques qu'on peut évoquer, la profondeur de la vision de Frank Herbert. Jean-Sébastien? Oui, je pense que Herbert, quand il signe Dune, au final, après des mois, voire des années de galère pour trouver un éditeur, il lance vraiment un pavé dans la mare, parce qu'il n'y a aucune œuvre similaire à l'époque. Et en même temps, il dénonce, et c'est le grand pouvoir de la science-fiction, c'est de se décaler et d'analyser et de critiquer aussi le monde actuel réel, en utilisant alors l'ironie depuis le siècle des Lumières, mais aussi le fantastique en général. Et en nous faisant voyager, Herbert dénonce les guerres, il dénonce le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources à cause de la surexploitation que les humains en font. Et donc, c'est un cocktail détonnant qui fait que cette œuvre-là est encore, j'ai envie de dire, malheureusement, au goût du jour, quoi. Parce qu'on n'a pas changé depuis les années 70. Alors pour l'histoire un peu de Dune en éditorial et en France, Roland l'a très bien dit, Dune a été avant tout prépublié dans la revue qui s'appelle Analogue. À l'époque, on prépubliait une partie en fait de l'œuvre et donc tout n'était pas écrit. C'était vraiment la première partie. Dune en France est divisée en 2 volumes initialement. Donc il y a 2 parties et donc c'est la première partie qui a été prépubliée. Ça a été un succès au niveau du lectorat qui découvrait ça et qui voulait la suite de Dune, ce qui a encouragé Herbert à publier
publier donc sa grande œuvre. En effet, ça a été compliqué de trouver un éditeur. Et puis, dès que c'est paru en 1965, ça a raflé tous les grands prix littéraires de la science-fiction, donc le prix Nebula et le prix Hugo, qui étaient un peu le Goncourt et le Renaudot de la SF américaine. L'œuvre va sortir en 1970, donc là on est en 65 quand ça sort aux États-Unis, et un éditeur français appelé Gérard Klein, très important pour l'histoire de la SF française, va lancer une collection qui s'appelle Ailleurs et Demain, qui est une des premières grandes collections de science-fiction reconnaissable avec ses livres argentés, puisque c'était le principe de cette collection, avoir des espèces de couvertures et tout argenté. Et Dune va pas fonctionner au début, ça va mettre du temps, ça va mettre beaucoup de temps avant que ça marche réellement. Il va falloir en fait attendre, puisque le film ne se fait pas avec Jodorowsky, mais on y reviendra tout à l'heure, il va falloir attendre les versions poche qui vont marquer les esprits. Donc c'est Jacques Guamard, autre nom important de la science-fiction, directeur des éditions Pocket, qui va couper Dune en deux. Il va faire 2 parties et surtout, il va proposer à un super illustrateur qui s'appelle Wojtek Siunmak d'illustrer toutes les couvertures Pocket. Et donc, Wojtek va faire un visage qui va beaucoup marquer. C'est le fameux visage de Paul Atreides, ce fameux visage avec les yeux bleus sur une couverture au fond noir. Et c'est ce visage qui donnera et qui encouragera le jeune Denis Villeneuve à ouvrir ce roman. À partir du moment où le livre sortira en poche, et après avec l'arrivée du film de David Lynch, le Dune va commencer à fonctionner, et ça va devenir progressivement un succès éditorial. On compte maintenant à peu près 2 millions de romans vendus. Voilà, du premier volume. Puisque souvent, et c'est le grand malheur de Dune, souvent les gens lisent Dune le premier, mais ne lisent pas la suite. Alors que tout l'intérêt de Dune, pour ceux qui ont lu la suite, c'est de lire le Messie de Dune. Puisque le Messie de Dune est une espèce de révolution où le personnage de Paul Atreides va totalement changer, et ce sera, entre guillemets, digne de Game of Thrones, hein, ça fera l'effet d'une claque pour les lecteurs de l'époque. Et George R. Martin est très influencé par Dune, et notamment par le destin de Paul Atreides. Mais ça, je vous encourage à lire, évidemment, Le Messie de Dune. Et ça tombe bien, puisqu'il devrait y avoir un 3e film, vu que Denis Villeneuve là, termine le diptyque. Et un 3e film est annoncé, ce sera Le Messie, parce qu'il faut, pour vraiment apprécier Dune, il faut lire Le Messie de Dune, qui est la conclusion, en fait, du premier cycle. Roland, petite question scientifique pour commencer. Est-ce que la planète Arrakis, c'est crédible? Alors, la planète Arrakis, elle est posée comme le fait Frank Herbert, elle est crédible, en ce sens que c'est un monde aride, désertique, et qui n'est pas qu'un décor, mais qui impose des contraintes à ceux qui y habitent, alors soit de l'extérieur, les Atreides ou les Harkonnen, qui viennent là pour exploiter la ressource unique, et ô combien précieuse de l'épice que l'on trouve sur Arrakis, et qui impose aussi ces contraintes aux Fremen, qui sont les habitants, les autochtones d'Arrakis. Et cette planète, elle est crédible parce qu'elle est taillée pour. Il a travaillé sur la question des dunes, du sable, etc. Donc pour ça, elle est assez crédible. Mais ensuite, il la met dans un contexte aussi plus large, puisque c'est dans le contexte de l'Impérium. Il y a un empire galactique, il y a un empereur qui est sur une planète, il y a d'autres planètes. Les Harkonnen ont leur propre planète mère, si je veux dire, leur propre planète capitale. Et les Atreides aussi, ils ont leur propre planète Caladan, dont ils partent, où c'était leur fief, et ils se retrouvent à aller, sur injonction de l'empereur, ils se retrouvent à aller occuper la planète Dune à la place des Harkonnen. Donc là, il y a tout un aspect de géopolitique sur lequel je ne vais pas rentrer, mais il y a cette idée que cette planète s'inscrit dans un univers. Et il tente la description de l'univers, c'est-à-dire il nomme l'étoile autour de laquelle orbite Arrakis. Cette étoile, il la nomme Canopus, et c'est une étoile qui existe réellement. Canopus est une étoile qui est dans la constellation de la Carène, une constellation visible dans l'hémisphère sud, qui existe réellement. Alors une fois qu'on a la planète toute seule, on peut la regarder, on dit bon, elle tient la route. Mais est-ce qu'elle tient la route cette fois-ci avec son étoile? C'est là où ça devient intéressant. C'est que Canopus, c'est une étoile qui est une géante bleue, donc beaucoup plus brillante que le Soleil, 15 000 fois plus brillante que le Soleil. Donc les gus comme moi, ils font des petits calculs derrière d'astrophysique. Si elle est 15 000 fois plus brillante que le Soleil, il y a plusieurs conséquences. D'abord, Arrakis ne peut pas être aussi proche de Canopus que la Terre ne l'est du Soleil. Sinon, elle reçoit 15 000 fois lumineux, 15 000 fois plus de lumière de son étoile que la Terre en reçoit du Soleil. Ça va chauffer
ça va pas aller, ça va être pas juste un peu chaud, ça va être franchement, c'est mort, quoi. Tout le monde est mort, c'est mort. Donc il faut la reculer un peu. Alors par exemple, ça veut dire, alors on va faire sérieux, hein, comme la luminosité apparente diminue comme l'inverse du carré de la distance, plus une source de lumière est lointaine, moins je la vois brillante. Eh bien, comme elle est 15 000 fois plus brillante, il faut être racine carrée de 15 000 fois plus loin pour être à peu près éclairée, comme la Terre est éclairée par le Soleil. Ça la met à une distance typiquement de 120 fois la distance Terre-Soleil. Donc elle est beaucoup plus lointaine de son étoile. Et comme elle est plus lointaine, eh bien, la période, le temps qu'elle met pour faire une orbite, c'est 400 ans. Donc du coup, ça implique qu'il y a des saisons. S'il y en a, les 4 saisons, si j'ose dire, ça prend 400 ans le cycle complet de faire le tour. Donc on peut avoir des phases très lentes, enfin très durables, chaudes, peut-être un peu plus froides, mais chaudes pendant très longtemps. Et puis, deuxième inconvénient d'avoir une grosse étoile comme Canopus, c'est que c'est une étoile massive. Pour être aussi brillante, géante bleue, c'est une étoile massive qui doit faire à peu près 8 à 9 fois la masse du Soleil. Et pour des masses comme ça, ces étoiles finissent leur vie rapidement et de manière explosive, sous forme de ce qu'on appelle une supernova. Et du coup, alors oublions la fin, mais leur durée de vie est courte. Elle est très brillante, elle va durer moins longtemps que le Soleil. Notre Soleil, ça fait 4 milliards et demi d'années qu'il est là, c'est l'âge de la Terre, l'âge du Soleil. Il y en a encore pour quelque chose comme 5 milliards d'années. On est en gros la moitié de la vie du Soleil. Durée de vie complète du Soleil, 10 milliards d'années. L'autre, qui est 15 000 fois plus brillante, elle a une durée de vie qui va être beaucoup plus courte, typiquement de l'ordre de 10 millions d'années. Donc cette planète qui s'est formée autour de Canopus, si son Soleil dure 10 millions d'années, elle s'est formée assez rapidement, pourquoi pas? Ça veut donc dire que toute la vie qu'on trouve à la surface de cette planète ne s'est pas développée à la surface de cette planète. Ça veut dire qu'elle a été importée. Ça, ce sont des déductions qu'on peut faire, pas tirées du roman, mais du contexte que nous donne Frank Herbert. C'est amusant, c'est-à-dire qu'il essaie de faire vrai, et en tirant la ficelle, on obtient des informations comme quoi, par exemple, eh bien, Dune, elle est habitable, pourquoi pas, elle est cohérente, sa structure géologique, la façon de se comporter. On peut se demander d'où vient le sable. Une question qu'on s'est posée avec Jean-Sébastien, d'où vient le sable quand il y a beaucoup de sable? C'est pas tout de dire il y a du sable, mais d'où il vient, comment il s'est formé? Bon, Jean-Sébastien en parlera sûrement un peu, mais sinon, il y a des conséquences sur ça, et on se dit forcément les vers des sables, les Fremen, bon, les Atreides et les Harkonnen, c'est évident, ils viennent de l'extérieur, c'est évident, mais les Fremen et les vers des sables et toute la vie à la surface de Dune n'a pas eu le temps de se développer en 10 millions d'années, la durée de vie de l'étoile, mais sans doute beaucoup moins de millions d'années que ça. Sur Terre, il a fallu, on estime, Jean-Sébastien pourra en parler mieux, mais les premières traces de vie, c'est il y a 3,8 milliards d'années, donc il a fallu, disons, au bas mot, 400 ou 500 millions d'années, et peut-être jusqu'à 700 millions d'années pour que la vie apparaisse sur Terre. Donc 10 millions d'années, c'est beaucoup trop court. Donc ça veut dire que Dune est une planète, où la vie était importée. Le dioxygène, puisqu'on respire, les humains qui viennent sur Dune, ils respirent naturellement, ils n'ont pas un masque spécial. Donc d'où vient le dioxygène? Eh bien, on peut regarder, ça incite à regarder l'histoire du dioxygène sur Terre. On pourrait même dire que Dune est une planète qui a été terraformée, transformée par des moyens, artificiels, par des moyens techniques, transformée de planète habitable ou difficilement habitable en une planète habitable, même si c'est difficile, il fait chaud. La température moyenne sur Dune est très élevée, c'est d'ailleurs un de ses problèmes, c'est une planète très aride avec très peu d'eau, c'est d'ailleurs une des difficultés de vivre à sa surface. Bref, en jouant avec, et on peut faire la même chose avec Caladan, avec J.D. Prime, la planète des Harkonnen, chaque fois, Herbert se plaît à donner un peu de contexte astrophysique, parce qu'il connaît un peu d'astronomie finalement, mais en tirant un peu la ficelle, on peut dire plus que ce qu'il raconte, presque indépendamment de sa volonté, parce qu'il ne donne pas après de détails sur comment on en est arrivé là. Bon, on a compris que les Fremen, c'est une sorte de vagabonds, enfin ils sont installés sur la planète, mais ils venaient d'ailleurs, ces vagabonds Zensunni. Bon, il y a quelque chose qui se passe, ils viennent eux aussi, même s'ils habitent sur Dune, sur Arrakis, ils viennent de l'extérieur. Bref, voilà, donc c'est ça qui est amusant, c'est de montrer que les petits éléments d'information dispersés, et Jean-Sébastien nous le montrera aussi sur la question magnifique des vers des sables derrière, avec un peu d'information, on peut donner l'impression d'une cohérence très forte, et c'est ça qu'on essaie d'atteindre dans la science-fiction. C'est la définition de Pierre Versin de la science-fiction, c'est une conjecture romanesque rationnelle. Donc il y a une part de fiction, donc d'une façon c'est écrit en gros c'est faux, c'est de la science-fiction, on écrit c'est faux en gros, mais on veut faire vrai, on veut que l'incrédulité du lecteur et de la lectrice, ou du spectateur ou de la spectatrice, se débranche pas instantanément, qu'il lise pas le truc en disant ça va pas cette affaire. Il pose le bouquin parce que ça lui tombe des mains, essentiellement par des incohérences internes ou un trop grand écart à ce qui ferait une cohérence de l'œuvre. Et donc il essaie vraiment de faire un truc très cohérent, mais il en dit presque
un peu trop, parce que dès qu'on prend les outils de la science, alors on peut travailler beaucoup plus, et non pas révéler les incohérences, mais à la limite, dans ce cas-là, faire parler l'œuvre au-delà de ce qu'elle raconte. Et c'est la façon que j'ai d'utiliser la science-fiction pour montrer comment les cerveaux scientifiques s'emparent d'un problème mal posé. Racontez-moi l'histoire géologique de Dune. On ne peut pas en dire grand-chose, ou l'histoire astronomique de Dune. On peut tirer un peu des ficelles avec le peu d'informations qu'on a, sachant ce que l'on sait déjà, nous, ici et maintenant, sur la formation des planètes, par exemple. Merci Roland. On va maintenant passer à Jean-Sébastien qui va nous raconter un peu l'histoire des vers des sables, qui sont évidemment les dragons finalement de Dune. Vous pouvez voir derrière une illustration de Tout sur Dune qui a été réalisée par Fred Vigneault, qui est le dessinateur de Torgal. Voilà, il a fait 5 illustrations des 5 grands moments de Dune, et on ne dévoilera pas à quel moment cela correspond, mais à un moment très important du roman. Jean-Sébastien. Et oui, les vers géants des sables, et c'est vrai que cette planète, elle est habitée, Roland l'a très bien dit, elle est vivante finalement, elle est hyper bien décrite, il y a plein de données factuelles à la fin du premier roman. C'est ça, à la fin du roman, il y a un lexique de l'impérium, d'abord pour tout le vocabulaire, et puis il y a un petit traité, alors très court évidemment, traité d'écologie de Dune, où il raconte plein de choses, il donne des températures moyennes, il donne la composition de l'atmosphère, enfin il rentre dans un certain nombre de détails très concrets, très factuels, très chiffrés même parfois, qui permet, quand on tire un peu la ficelle derrière, de raconter plein de choses sur ce monde. Et de mener l'enquête soit au niveau planétologique, soit au niveau géologique, soit au niveau biologique. Et Herbert nous explique bien finalement que les truites des sables, c'est-à-dire un stade de croissance de ces vers géants, parce que quand ils naissent, ils ne sont pas tout de suite géants, ils passent par un cycle de développement hyper bien décrit d'ailleurs, d'abord une sorte de stade de plancton de sable, ensuite un plancton qui va émerger un petit peu sous forme de truite. Et puis la truite va se transformer en ver, au début pas très gros, et puis par gigantisme et par ce qu'on appelle allométrie de croissance, on a des formes de plusieurs centaines de mètres de long qui sont assez monstrueuses et qui sont un peu copié-collé effectivement sur d'autres vers, mais au sens heroic fantasy du terme. Puisque Smaug et Glaurung et d'autres dragons de Tolkien étaient décrits par Tolkien lui-même comme des vers géants. Donc on voit que les univers, en fait, que ce soit heroic fantasy, médiéval fantastique et science-fiction, se rejoignent aussi quelque part, en tout cas dans les grands éléments symboliques comme le creature design, que vraiment il fait le boulot, Herbert, de A à Z. Il décrit le cycle de développement de ces bestiaux, la taille, quasiment le système respiratoire aussi. On apprend que c'est une espèce effectivement qui est importée et qui modifie aussi le climat de la planète à terme. Donc on a aussi une vision très claire en fait de ce qu'est une espèce exogène versus une espèce endogène en écologie. Et Herbert est super calé en écologie parce que quand il écrit Dune, il a des mois, voire des années d'analyse bibliographique de ces dunes dont a parlé Roland de l'Oregon, qui sont maintenant classées, je crois, monument national, ou c'est l'équivalent d'un parc national en fait aux États-Unis. Et c'était une commande d'une revue, d'un journal en fait de la côte ouest des États-Unis que Herbert ne finira jamais, ou presque. Ça a été publié, mais par bride, un petit peu ailleurs, je crois. Mais en tout cas, il garde toutes ces analyses de ces sédiments et de ces systèmes en fait géodynamiques monstrueux qu'est une dune. Une dune, c'est quoi? On peut parler effectivement du sable sur Arrakis. C'est un résidu, si je puis dire, d'érosion éolienne qui est arraché à un substrat rocheux. Et ça, Herbert en a très bien conscience. En fait, il décrit des dunes géantes, il décrit aussi des chaos rocheux, des grottes, des failles, un système vraiment tellurique avec une variété de paysages. On est à la fois sur des ergs et sur des regs, pour ceux qui font des mots croisés. Vous connaissez, ou du Scrabble. Erg, c'est le désert de sable, et Reg, c'est le désert de pierre. Et c'est vraiment ce qu'on voit aussi, alors en Oregon, mais aussi dans tous les grands déserts du monde qui présentent des dunes, Sahara, par exemple, à Klamakan, désert du Karoo aussi. On a à chaque fois
des vents qui vont petit à petit arracher en fait un substrat rocheux qui est dur, de la poussière finalement sous forme de grains de sable, qui a une couleur qui est décrit encore une fois hyper précisément dans le lexique. À la fin, on apprend que c'est un sable à la fois jaunâtre mais un peu blanchâtre. Donc nous, géologues, quand on lit ça, on se dit « Ah, il y a un mélange de silice et peut-être de carbonate ». Donc on commence un petit peu à dérouler la méthode qu'on utilise en fait réellement sur le terrain pour essayer de mieux comprendre nos écosystèmes terrestres en termes de géologie, mais aussi en termes de biologie, parce que ces écosystèmes-là sont habités. Et Herbert décrit aussi d'autres espèces, des renards des sables, des espèces de rats kangourous. Donc il puise aussi un petit peu sur ce qu'il a lu dans la faune réelle, africaine, notamment saharienne. Alors évidemment, on ne connaît pas de vers géants de plusieurs centaines de mètres de long sur Terre. C'est pas non plus très pratique d'être aussi gros, se déplacer dans un milieu granulaire. Ouais. Là, c'est l'aspect, évidemment, Physique. Herbert bosse beaucoup, mais du point de vue physique, c'est con. Enfin, faut le dire brutalement, c'est un peu con de faire déplacer des machins géants dans des milieux granulaires où ça frotte à mort, quoi. C'est pas le bon truc, quoi. C'est pas la bonne. Bon. Il faut un dragon, il faut quelque chose, il faut un être extraordinaire. Dans une planète désertique, ben, pourquoi pas celui-là? Donc si on oublie ce détail, qui n'est pas sans importance, si on veut être très carré, on s'en fout, on oublie ce détail, alors il y a plein de choses, comme le dit Jean-Pierre, très précises sur le cycle du ver des sables, l'écologie de tout le système, le lien entre le ver des sables et son environnement qui est très bien décrit, bien sûr. Et puis ça suggère aussi une certaine épaisseur de sable pour que les animaux puissent évoluer là-dedans. Bon, tout ça, effectivement, n'est pas décrit parce que Herbert ne va pas aussi loin, mais on s'amuse finalement à projeter et à montrer un petit peu la méthode scientifique qui peut se cacher derrière une œuvre comme celle-là. Et cette faune-là, elle est inspirée évidemment, les vers, par contre des vers de sable qui se nourrissent de substrats, de matière organique en fait coincés entre les interstices du sable, ça existe. Alors ça peut être des vers côtiers comme les vers arénicoles que les pêcheurs connaissent bien, s'ils s'en servent d'appât pour ensuite pêcher des poissons. Ça peut être d'autres types de vers. Il reprend un petit peu l'imaginaire du ver qui est une forme de vie serpentiforme, allongée, un peu dégoûtante. Pas très ragoûtante, on va dire, en tout cas. Et il en fait des monstres avec une croissance, avec des dents aussi. Ça peut exister, des vers avec des espèces de pseudo-dents qui ne sont pas vraiment des dents de vertébrés, évidemment, hein, composées d'émail et d'ivoire, mais des espèces de pics qui sont développés au niveau buccal. Des crochets aussi pour, chez les vers parasites, s'accrocher à l'hôte et puis pouvoir le parasiter encore mieux. Donc il y a plein de dents entre guillemets impossible et inimaginable en fait chez les vers. Il y a plusieurs groupes de vers. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les annélides, mais il y a les annélides, donc les vers annelés, il y a les vers plats, les platelmintes, il y a les vers nématodes, les nématelmintes, etc. Alors les classifications biologiques changent un petit peu, mais il y a des milliers d'espèces de vers possibles. Et en relisant Dune, je me suis amusé à essayer de placer le Shai Hulud dans la classification phylogénétique du vivant. Alors j'ai réussi. Vivant terrestre, terrien, parce que ça peut être aquatique aussi, ou marin en tout cas. Mais on est un peu dans le groupe des arénicoles au sens large. Hein, alors pas dans le premier, Dune, mais dans le deuxième, il parle de soie. Qui dépasse des plaques. On voit l'existence de plaques en fait sur le ver quand Paul justement monte un ver géant, symbole un petit peu du pouvoir suprême en fait des Fremen. Mais dans le deuxième Dune en fait, il décrit aussi des soies et les soies sont hyper importantes en fait dans la classification des annélides, parce que vous avez des annélides qui n'ont pas de soie, des haquettes, des annélides polyquettes, donc avec plusieurs soies, et puis d'autres. Enfin voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on peut, du coup, tellement l'œuvre est riche, s'amuser, même à donner un nom de genre, un nom d'espèce. C'est ce qu'on fait quand on tombe sur une espèce nouvelle. Ça peut exister, ça peut se faire en biologie en général, en paléontologie assez souvent. En fait, quand on trouve un squelette assez complet, quand même, on doit le comparer avec tout ce qui existe dans le monde,
qui appartient a priori au même groupe. Donc on fait le tour du monde un peu des musées. Alors maintenant, on crame un peu moins de carbone parce qu'il y a des bases de données 3D qui permettent de comparer les ossements, enfin les os des squelettes les uns par rapport aux autres. Mais on doit comparer pour mettre une étiquette et puis pour mettre un nom, un nouveau nom de genre. Si ça ne ressemble à aucune autre espèce connue, on est obligé finalement de donner un nom de genre, un nom d'espèce. On pourrait parler de Megarenicola, donc arénicole géante, Arachisiensis par exemple, qui est le suffixe classique pour la localisation, effectivement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur Dune, rien qu'en termes de planéto et de sciences de la vie, quoi. Alors, je vais vous parler un petit peu de Frank Herbert, qui est assez méconnu. Frank Herbert, il y a eu une biographie américaine qui s'appelle Dreamer of Dune, qui a été écrite par Brian Herbert, mais qui n'a pas été publiée en français. Donc, on n'est pas dans un cas comme Isaac Asimov, qui avait fait aussi sa propre autobiographie, Moi Asimov, qui est sortie en poche. Frank Herbert, il naît en 1930. Il naît dans une famille compliquée. Son père est agent de police, il est d'ailleurs même motard, il conduit une Harley Davidson un peu plus tard. Il est motard, il est alcoolique, sa mère est femme au foyer. Frank Herbert va vivre dans un milieu quand même assez spécial. Le père est... On sait que le père était c'était pendant la Prohibition qu'il était policier. Donc un policier alcoolique pendant la Prohibition, ça veut dire que c'est peut-être un personnage qui est un peu ripou, c'est ce que dit Brian Herbert en tout cas dans la biographie. Frank Herbert a failli perdre la vie à 2 ans et demi. Les parents n'avaient pas fait attention, il y avait un chien qui était attaché et qui en fait va blesser le petit Frank, qui aura une cicatrice en fait à l'œil, en tout cas sur le haut du front, une bonne partie de sa vie. À l'âge de 8 ans, il commence à partir tout seul pour aller braconner, pour aller chasser, et donc il va rencontrer Frank. Frank va être très important car c'est un Amérindien, et donc cet Amérindien va lui apprendre des techniques de chasse, des techniques de survie dans la nature, et on pense que ce fameux Frank deviendra plus tard, sera l'inspiration qui arrivera pour les Fremen, voilà, pour ce peuple des sables. Frank Herbert va suivre un peu ses parents. À 18 ans, il décide de quitter la maison avec sa sœur de 5 ans. Ses parents sont tellement pris à cause de l'alcool qu'il décide de partir. Et il va voir une tante qu'il adore, une tante aussi extrêmement chrétienne, assez radicalement chrétienne, et qui va lui inspirer l'ordre du Bene Gesserit un peu plus tard, donc ce fameux ordre religieux. Et puis assez rapidement, Frank Herbert va vouloir écrire. Dès l'âge de 10 ans, il écrit beaucoup, il devient journaliste, mais par contre, il devient un journaliste raté. Il ne fera pas de grands reportages, il ne va pas percer dans les médias, il va plutôt se rapprocher des politiciens. Il va être conseiller en communication d'un élu républicain. À ce moment-là, on est pendant le McCarthyisme, peut-être vous en avez entendu parler. Donc, le sénateur McCarthy traque les communistes à Hollywood. Voilà, c'est une période assez célèbre. Et donc, Frank Herbert va conseiller en fait un républicain assez extrême. Il va d'ailleurs lui conseiller d'arrêter de soutenir McCarthy juste avant que McCarthy se suicide, puisque la chance tournera pour McCarthy, il sera lui-même après accusé. Et du coup, Frank Herbert va découvrir Washington. Et donc, c'est là où il va commencer à se passionner pour les affaires politiques et par le grenouillage de Washington, et il va développer une espèce de vision de l'homme politique assez nocive, entre guillemets. Il déteste les politiciens. Il y a un texte qui avait été publié dans Bifrost et qui a été republié dans Tout sur Dune, qui s'appelle la jeunesse de Dune, et Frank Herbert raconte la jeunesse de son roman, et pour lui, Dune est une alerte contre les hommes providentiels. Il met du même niveau Kennedy, donc le sénateur puis président Joseph Kennedy, à Adolf Hitler. Pour lui, c'est le même type de profil, des profils charismatiques que vont suivre la population.
et qui va souvent entraîner le peuple dans des guerres. Donc Frank Herbert va, avec cette aventure à Washington, va apprendre à se méfier des politiciens. Il veut écrire de la science-fiction. Dans les années 50, il publie des nouvelles. Alors c'est une époque où la SF se fait beaucoup dans les revues, notamment Astounding Stories, qui est la revue culte de SF de l'époque, où des gens comme Isaac Asimov, ou Robert Heinlein, ou Van Vogt, donc là je vous cite un peu le Big Three de l'âge d'or de la SF, va écrire. Herbert va se sympathiser avec Jack Vance, très connu, Jack Vance, qui publiera plus tard le cycle de Chai, autre grand cycle de planète opéra de la SF américaine. Et il va mettre beaucoup de temps à arriver à écrire. C'est compliqué. Dune va paraître quand Herbert aura 40 ans. Heureusement, Frank Herbert est en couple avec Beverly Herbert, qui est sa femme qu'il a rencontrée en cours d'écriture créative, qui va beaucoup le soutenir, déjà financièrement, puisqu'elle va décider de travailler à temps complet pour que lui puisse écrire. Donc Herbert va jongler entre des missions de journalisme, mais surtout prendra aussi des petits boulots en parallèle, mais il sera aidé par sa femme pour pouvoir justement publier. Et on dit qu'il a mis à peu près 8 ans pour écrire le premier roman de Dune, et qu'il aurait lu une centaine d'ouvrages. Alors on n'a pas réussi, nous, à savoir quels étaient les 100 livres que Herbert a lus et qui lui auraient inspiré Dune, mais en tout cas ça va prendre du temps. Dans les anecdotes autour d'Herbert, moins reluisantes, Herbert était un père très compliqué. Il avait du mal avec ses 2 enfants, notamment quand il aimait bien punir ses enfants de silence. Donc du coup ce qu'il faisait, c'est quand il faisait des bêtises, il avait un détecteur de mensonges, donc il passait ses enfants détecteur de mensonges pour savoir qui avait fait une bêtise, et puis il trafiquait le détecteur de mensonges aussi. Donc du coup, ses enfants seront traumatisés totalement par ce père qui est peu sympathique, peu agréable, qui passe sa vie à écrire. Il va réussir à transformer quand même sa relation avec Brian Herbert, qui deviendra le fils qui reprendra plus tard la saga Dune. Mais Brian Herbert, au début, déteste son père, déteste Dune. Il lira Dune à 27 ans. Donc il a vraiment une espèce de rejet total de Dune. L'autre cadet de Frank Herbert est ouvertement homosexuel. Il se battra, il s'engagera contre le sida. Il mourra du sida. Il aura une relation terrible avec son père, puisque aussi Frank Herbert est plutôt quelqu'un d'homophobe. On a retrouvé, on en parle dans notre mini-biographie de 20 pages, des poèmes homophobes. Et puis évidemment, chez Herbert, comme beaucoup d'auteurs de cette époque, tous les méchants sont gays, en tout cas dans Dune. Où sont tous féminisés, voilà. Donc du coup, Herbert était très clairement homophobe et ne comprendra jamais son fils, qui plus tard mourra du sida. Ce qui va se passer, c'est que Herbert va transformer sa relation, en tout cas avec son fils aîné, puisque Beverly sa femme, qui lui donnera énormément de conseils littéraires, celle qui trouvera les titres Dune, le Messie de Dune et autres, c'est grâce à elle, celle qui lui fera réécrire tous les personnages féminins, puisqu'à l'époque on trouve que Dune est, je dirais pas une œuvre féministe, mais en tout cas des personnages féminins intéressants, ce qui changeait totalement des personnages féminins d'Isaac Asimov par exemple, et ça c'est grâce à Beverly Herbert qui lui fera réécrire tous ces personnages féminins pour que ça sonne vrai. Beverly va tomber malade, va avoir un cancer à partir des années 70, et donc elle va obliger son mari à se rabibocher avec son fils Brian, et donc ensemble ils vont essayer de recréer une relation. Beverly Herbert va mourir en 1984 et Frank Herbert mourra 2 ans après, pareil, en 1986, totalement détruit par la perte de cette compagne qui sera très importante. Ce qui est intéressant avec Herbert, c'est que c'est un des rares auteurs à connaître le succès, on va dire, tardivement, à 40 ans, alors que quelqu'un comme Asimov perce beaucoup plus rapidement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir l'auteur le plus bankable de son époque, puisqu'à la fin, les derniers romans de Dune étaient, on parlait d'1 million de dollars d'avaloir, ce qui était énorme, on n'avait jamais vu ça. Donc Herbert va connaître le succès plutôt tardivement. Il sympathisera aussi rapidement avec David Lynch. Il aimait beaucoup le projet de David Lynch, il a participé à l'écriture et il créera un très bon lien d'amitié avec David Lynch, et c'est ce que nous racontait dans Tout sur Dune Raffaella de Laurentiis, qui était la productrice du film de Lynch, qui racontait qu'en fait David Lynch et lui avaient vraiment une très très bonne relation. Malheureusement, Herbert a écrit, est finalement assez peu connu. Il n'est connu
que pour Dune. On ne connaît pas vraiment ses autres ouvrages, et pourtant il a écrit des nouvelles très intéressantes. Il a écrit aussi des romans, Le Dragon sous la mer, qui est ressorti au livre de poche, qui est un roman d'espionnage un petit peu SF qui est fascinant. C'est un auteur qui mérite d'être connu, autre que Dune, mais évidemment Dune est un tel monument de la science-fiction. On parle de Dune, souvent qu'on recommande des livres de SF. Dans le top 5, il y a souvent Dune qui revient, et Dune restera. Aussi, Les Saboteurs, il est très bien aussi. Dossadi et L'Étoile et le Fouet, c'est un super. C'est ça. Très intéressant. Et dans Le Dragon des mers, il met en scène en fait un conflit mondial pour l'accès au pétrole, et on sent déjà un petit peu cette appointance pour dénoncer en fait les luttes pour les ressources et puis les crises écologiques en fait impliquées dans cette exploitation-là. D'ailleurs, Frank Herbert disait que pour lui, il y aurait des fortes chances que dans l'avenir, que l'écologie soit un vecteur pour amener la tyrannie. Donc déjà, on voyait il voyait totalement des politiciens sans scrupules utiliser l'écologie à des fins de pouvoir personnel. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'Herbert, dès les années 80, commence à aborder cette question-là. On va refaire un tour sur la partie scientifique avec Roland, qui va nous parler des fameuses armures des Fremen, puisque dans Dune, ce qui est incroyable, on peut vivre entre guillemets sur cette planète des sables grâce à une armure un petit peu spéciale. Et je laisse Roland en parler. Une armure qu'un vêtement. Oui. Tu parles du distil, j'imagine. C'est-à-dire que, évidemment. Effectivement, les Fremen, alors c'est ça qui est intéressant sur Arrakis, sur comment ça se passe, comment Herbert décrit la vie sur Arrakis, en tout cas pour les Fremen, dans une planète très difficile, très sèche et très chaude. Comment on fait pour survivre ? Il faut de l'eau. Si vous avez de l'eau, tout va mieux. Mais il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas, ou plus exactement, les Fremen, d'abord l'économie, parce que la planète est très sèche, mais surtout, ils veulent aussi transformer leur planète. Ils ont une visée de, on pourrait dire, terraformation, ça serait la deuxième du coup, parce qu'on a vu que la conséquence astronomique de la façon dont Herbert décrit le monde, la conséquence astronomique, c'est cette planète a déjà été terraformée, ils veulent la rendre plus facile à vivre. Et pour ça, ils sont dans une entreprise énorme qui est guidée par des planétologistes, donc une profession que forge Herbert, impériaux, qui sont là au début pour le compte de l'Empire, mais qui finalement, Liet Kynes, Pardot Kynes et son fils, c'est dans ce sens-là, Pardot et Liet, ou je crois que c'est dans ce sens-là, sympathisent finalement, adhèrent à la cause des Fremen et les aident à transformer leur planète. Mais avant ça, avant de récupérer cette eau qu'ils stockent précieusement, lentement, pour espérer transformer leur planète, ils sont obligés de vivre d'abord sur cette planète telle qu'elle est. Et donc pour ça, pour se déplacer dans le désert, ils ont à la fois quelque chose qui est un habit, mais aussi un système de recyclage très sophistiqué qui s'appelle le distill en français, steel suit en anglais, mais le distill en français, qui est une très belle traduction, je trouve, du steel suit, du mot anglais. Et ce distill, c'est à la fois un vêtement, mais aussi un engin, un dispositif qui a la capacité de récupérer quasiment l'intégralité de l'eau corporelle. Autrement dit, tout ce que vous suez, tout ce que vous pissez, tout ce que vous éjectez par l'humidité de votre respiration, il n'y a guère que les sels qui ne sont pas récupérés, eh bien, vous extrayez l'eau, vous purifiez l'eau qui est de toute cette éjection corporelle, et vous en remettez dans une poche et vous la rebuvez. Et donc, du coup, vous tournez quasiment en cycle fermé avec ça. D'ailleurs, dans l'œuvre, dans le texte, dans le roman, Herbert nous dit, par la voix des Fremen, qu'un distill Fremen, alors la qualité Fremen bien réglée, ne vous fait perdre qu'un dé à coudre d'humidité par jour dans le grand désert. Un dé à coudre d'humidité. Quand on pense que nous, pour boire, simplement là, en ambiance normale, même quand il ne fait pas très chaud, il faut déjà un bon litre et demi d'eau, 2 litres d'eau par jour, et je ne parle pas s'il fait chaud. Donc là, on a un vêtement qui est absolument nécessaire pour s'adapter. Voilà, c'est ça qui est intéressant, s'adapter aux conditions. Donc on voit que c'est intéressant parce que du point de vue de quand on est dans un monde où c'est difficile, dans un monde simplement où on n'est pas prévu pour, eh bien on peut s'adapter ou transformer le monde. Et les Fremen font un peu les deux, ils s'adaptent et ils tentent de transformer le monde, de le rendre plus vivable par leur long, on ne va pas discuter de ça, mais du long procédé qu'ils ont enclenché par Dod Kynes, puis son fils, ensuite son descendant Liet Kynes. Et donc, ce distill, il est décrit, on le voit représenté dans le film, donc ils ont une espèce de vêtement qui a l'air
comment dire, fruste, enfin fait pour aller dans le désert, disons quelque chose qui a l'air fait pour être à la dure d'une certaine façon. Ils ont aussi 2 petits machins qui rentrent dans le nez, et puis on les voit souvent tête nue dans le roman, mais là c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Normalement c'est entièrement couvert, de sorte qu'on récupère l'intégralité à la fois de l'humidité de la respiration, de la sueur, etc. Et donc dans le roman, on nous décrit la technique un peu. Il y a un moment où on décrit en quelques phrases la technique et on nous dit dans le distil, c'est un assemblage, un micro-sandwich de filtres ultra performants qui filtrent l'eau et évacue les déchets et rendent une eau, disons, buvable. Bon, le distil, il nous dit aussi, ça pue. Le distil, c'est aussi une eau qui est buvable, mais enfin, c'est pas quand même comme une petite bouteille d'eau gentille, d'accord ? Ça permet de pas mourir. Mais c'est pas le grand luxe, mais c'est incroyable en fait. Ça permet juste de pas mourir, tout simplement, dans le désert, avec zéro eau, quasiment pas d'eau extérieure. Et donc, à la fois, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté... C'est pas de la low-tech, voilà ça que je veux dire. C'est pas un truc low-tech, les distils, ça doit être un peu des nomades du désert, ils bricolent des trucs. Non, c'est pas de la low-tech. À un moment donné, on comprend qu'ils ont quelque chose qui ressemble à la high-tech, même si l'ensemble, c'est un vêtement du désert, disons. Donc ça pose plein de questions. D'où viennent les matériaux pour faire ça ? On imagine que les Fremen ne les importent pas. S'ils les importent sur leur planète, il suffit de couper l'importation du filtre super chic et puis c'est mort. Ils n'ont plus de distil et puis l'affaire est pliée, quoi. Donc ils ne les importent pas. Donc c'est tout sur place. D'où viennent les matériaux ? D'où vient l'énergie pour avoir accès à ces matériaux ? Ça pose plein de questions qui ne sont pas décrites, mais qui incitent à se poser des questions sur comment ces Fremen font ça. Et puis ce distil, il évoque aussi plein de choses. C'est un peu un graal, d'une certaine façon, du recyclage de l'eau. Quand on voit maintenant, nous, sur Terre, comment est-ce qu'on recycle de l'eau ? Essentiellement, on la recycle, quand j'ose dire pas, elle coule, on reprend dans les rivières, ça passe dans tout un tas de systèmes d'épuration, et puis on remet l'eau dans le système de distribution d'eau d'une ville, par exemple. Mais il y a des endroits où l'eau potable vis-à-vis de l'eau tout court. L'eau tout court, c'est les océans sur Terre. L'eau potable, c'est une fraction infinitésimale. Si l'ensemble de l'eau sur Terre, c'est une bouteille d'eau d'1,5 litre, l'eau potable, c'est une cuillère à café. D'accord ? C'est une cuillère à café de cette bouteille d'1,5 litre. Donc l'eau potable sur Terre, c'est pas beaucoup. Et donc cette eau potable, elle est en quantité limitée. On voit tout un tas de pays maintenant qui ont des tas de problèmes d'alimentation en eau potable. Ça sera probablement des conséquences dramatiques pour les humains qui vivent dans ces régions-là et aussi des conséquences très concrètes géopolitiques. Ça va bastonner bien plus pour l'eau que pour l'or ou pour le pétrole. Sachant que l'eau, vous n'en buvez pas 3 jours, votre affaire, elle est pliée quand vous êtes mort. 2 jours, ça va très très mal. Donc l'eau, on n'en boit pas, on est juste mort. Voilà, c'est essentiellement ça. Si vous ne mangez pas pendant 2 mois, vous n'êtes pas bien, mais pas bien du tout. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait mort. Mais de l'eau, c'est réglé en 3 jours. D'ailleurs, le camarade grimpeur aux arbres, il a fait une grève de la faim de 30 jours. Après, il a fait une grève de la soif, il a arrêté au bout de 36 heures. C'était vite vu, parce que sinon, il savait qu'il était mort. Donc il a fait son choix, il a préféré pas mourir. Donc l'eau, c'est vraiment indispensable. Et donc ça évoque plein de choses, des thématiques de lutte pour l'épice, qui est la production essentielle de dunes, nécessaire, indispensable au fonctionnement de l'impérium, parce que c'est elle qui permet, par ses propriétés de préscience, ses propriétés gériatriques, qui permet notamment de préscience pour les navigateurs de la Guilde, de guider les vaisseaux interstellaires dans l'espace-temps d'une planète à une autre. Donc l'épice, c'est la production essentielle, mais en fait le cœur du problème pour les Fremen, c'est l'eau, c'est l'accès à l'eau. Alors du côté, les Atréides et les Harkonnen, enfin les puissances extérieures, elles arrivent avec leur stock d'eau, elles ont accès à la Guilde, elles ont accès à des vaisseaux qui peuvent amener de l'eau. Quand ils sont sur Dune, il faut quand même se débrouiller avec ce qu'on a. Leur vie est difficile, ils utilisent des distils Fremen, parce que les autres, c'est des copies, des pâles copies. Donc le distil, c'est un engin incroyable. Ça pourrait fonctionner parce que l'histoire de filtration, vous prenez de l'eau sale, vous la poussez très fort dans un filtre, on appelle ça nanofiltration, il faut la pousser parce qu'elle ne passe pas facilement, et de l'autre côté, il sort de l'eau pure. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai un collègue qui travaille dans ces questions-là, un collègue chimiste qui travaille sur ces questions-là, et c'est toujours très curieux parce qu'il m'avait dit avoir fait des démonstrations de dispositifs de nanofiltration, et d'un côté, il y a de l'urine, si vous soulevez, ça pue la pisse, quoi. C'est clairement de l'urine, il n'y a pas à se poser de questions, et puis de l'autre côté, il coule de l'eau. Et vous comprenez que le liquide qui était là, il a été transformé et c'est de l'eau. Et après, on vous dit, vous pouvez la boire. Et c'est pas facile. C'est ce qu'on a sur le terrain. Exactement. Et c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un saut psychologique. L'air de rien, c'est de l'eau, quoi. Et bien, c'est pas facile. Et ça pose des questions de comment ça se passe dans la Station Spatiale Internationale. Ils ont tout un système de recyclage. Le distil, si je veux dire, de la Station Spatiale Internationale, c'est une machine qui consomme beaucoup de watts et qui pèse plusieurs centaines de kilogrammes, qui recycle à 95% l'humidité de toute la station.
Toute la station, donc à la fois l'humidité de sueur, l'humidité qui traîne un peu comme ça, les urines des astronautes. Et du côté russe, ils ont un module spécial où ils ne retraitent pas les urines parce que ça les stresse de boire de l'eau qui vient des urines. Alors c'est de l'eau, c'est H2O, c'est pas des urines, c'est de H2O. Donc il y a ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes de voir ce que c'est un vrai distil. C'est un machin qui fait des centaines de kilos et on l'a pas comme un costume. D'autant plus que dans Dune, évidemment, le distil filtrer l'eau, il faut pousser l'eau. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais disons, il faut une machine qui fait quelque chose. Et d'où vient l'énergie de la machine? Alors, dans le distil, c'est l'énergie mécanique du corps du porteur ou de la porteuse. Donc, ça veut dire c'est en vous agitant, ça fournit l'énergie pour faire fonctionner. Alors, on peut s'amuser à ça. Il y a des tentatives de faire des machines, des machines intégrées à vos vêtements qui fournissent un peu de watts, un peu de puissance électrique pour qui recharger un bout de portable, qui mettent un truc un peu lumineux, qui faire un peu d'antenne Wi-Fi ou je sais pas quoi. Et c'est toujours des toutes petites puissances et on peut comparer. Alors j'ai fait la comparaison et effectivement il faut vraiment s'agiter beaucoup, quoi. C'est-à-dire c'est pas juste en marchant un peu vite que vous allez à la fois marcher et capter un peu cette énergie-là. Donc marcher moins vite que vous auriez pu le faire parce que vous avez pris un peu de cette puissance pour faire Solidity, ça va pas marcher bien, quoi. Voilà, ça va pas marcher bien. Donc c'est un instrument, c'est un objet technique impossible, impossible, pas facile à imaginer en pratique, mais qui peut permettre de mettre le doigt, c'est toujours pareil, de faire ce détour par ce monde imaginaire, de revenir sur notre monde et de comprendre tous ces enjeux de recyclage de l'eau, que ce soit dans la station spatiale, les bases lunaires éventuellement, etc., mais aussi très concrètement sur Terre, où il y a énormément d'endroits où il y aurait besoin de recycler l'eau bien plus qu'on ne le fait, d'abord de la préserver, de la recycler, et c'est le problème d'accès à l'eau potable. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il essaie de faire un truc vraiment très cohérent. Évidemment, si on rentre en profondeur, évidemment, comme les vers des sables, comme bien des choses, il se passe quelque chose, on a réussi. La cohérence n'est pas gagnée jusqu'au bout, mais ça l'est suffisamment pour qu'on adhère à l'œuvre. On se dit, waouh, c'est comme le sabre laser. Waouh, le distil, waouh, on veut un distil, quoi. C'est le truc cool, quoi. C'est ça que je veux. Et en même temps, ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est pas le point. C'était pas de faire une critique, dire, ah, gna gna gna, Frank Herbert est un charlot technique. C'est pas du tout le point. Mais c'est de revenir différent sur notre monde. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, je reviens sur un point, juste sur ce point-là. Donc là, il y a toute une discussion autour de la façon dont Herbert envisage l'innovation technique. Là, l'innovation technique, c'est le distil. On n'en a pas. Ça peut faire un peu sens, ça peut tenir un peu la route. Ça frotte sur les bords, mais c'est une innovation clairement. Pour s'adapter, il faut cet engin-là, et c'est un engin vraiment incroyable, parce que les Fremen, disposant d'assez peu de ressources, et dans un contexte difficile où on les patate en permanence, les Harkonnen et les Atreides, ils sont un peu plus sympas, mais enfin ça reste quand même la puissance coloniale, eh bien il faut qu'ils se débrouillent pour avoir ce truc assez technique qui leur permet simplement de survivre. Indépendamment qu'on leur tape dessus, ils survivent froidement dans la planète, sinon ils sont juste morts, ils perdent trop d'eau et ça va pas. Et donc ça c'est intéressant parce qu'il y a cette innovation technique d'un côté. Et de l'autre côté, juste une remarque en passant, mais pour raconter un élément du chapitre justement de philosophie des techniques qui est dans l'ouvrage jaune, en même temps il y a quelque chose dans Dune et dans le texte de Frank Herbert où il se passe d'une technique. Ça se passe dans un futur très lointain. Et il y a plein de trucs, les vaisseaux, les boucliers, enfin plein de trucs. Mais il y a un truc qui n'est pas là, c'est il ne faut pas fabriquer de machines semblables à l'esprit humain. Autrement dit, d'intelligence artificielle. On ne peut pas faire d'intelligence artificielle dans l'univers. C'est interdit, d'accord ? C'est interdit. La Bible catholique orange, qui est l'œuvre, le point spirituel, le nodal dans Dune, interdit explicitement de fabriquer des intelligences artificielles, alors que dans un monde très futuriste. C'est assez étonnant, parce que dans la science-fiction, disons, de l'époque, les robots qui pensent, les vaisseaux interstellaires pleins partout, les atomiques, les machins qui fonctionnent à l'énergie nucléaire, enfin bref, c'est le débauche de techno incroyables, surpuissantes, qui font tout un tas de trucs. Et là, on a au contraire une techno très innovante, on dirait innovante maintenant, très nouvelle, le distil à très basse puissance, c'est un humain qui le fait fonctionner, bon, ça va frotter un peu dans les coins, mais c'est un humain qui c'est de la basse puissance, et c'est un truc incroyablement génial, du point de vue de l'idée. Et de l'autre côté, le refus d'une technologie de puissance, qui serait l'intelligence artificielle, les robots pensants, les cerveaux positroniques, si on était du côté d'Asimov, etc. Donc c'est très intéressant de voir, et je vous engage à lire le chapitre, sur la façon dont Herbert envisage l'innovation technique. Et du coup, il y a encore des questions d'adaptation, puisqu'on n'a pas ces machines, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a les mantas, cet ordre d'humains,
amplifiés par la technique pour partie, mais aussi entraînés à faire ce que ne font pas les machines, du coup, le calcul, la prévision, qui sont aussi des maîtres assassins pour partie, des prévisionnistes, des stratèges, etc., mais qui ont une faiblesse. Ils sont complètement dominés par la partie enchaînement logique, et donc, du coup, ils sont parfaits, ils fonctionnent parfaitement, mais bullshit in, bullshit out. Si on leur donne des informations fausses, ils la processent parfaitement, mais ça sort de la merde, et donc du coup, ils sont facilement manipulables, transférables, transformables, et les Harkonnen, évidemment, très malins, font ça très bien. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est aussi ce rapport aux techniques, via le distill, et puis la technique qui manque, l'absence, le refus d'une technique, ça c'est, dans la science-fiction, c'est un exemple... Je ne sais pas si c'est unique, mais rare en tout cas, que dans une œuvre qui se place dans un futur très lointain, il y ait une technique qui soit volontairement évincée alors qu'elle est omniprésente, l'intelligence artificielle est, en l'occurrence, omniprésente dans la science-fiction. On va aborder une autre thématique. Alors vous savez, si vous avez déjà vu ou lu Dune, tout le monde se bat pour l'épice. Voilà, c'est cette fameuse épice qui apporte la prescience, qui permet de voir le futur et qui donne les yeux bleus. Et Jean-Sébastien voulait dire un petit mot autour de l'épice, qui est une denrée maîtrisée par les Fremen. Oui, c'est une sorte de drogue en fait qui est issue du cycle des vers justement. C'est pour ça que les vers sont si importants aussi dans l'œuvre, et on voit que tout est lié parce que autant en cours de développement le ver sécrète cette espèce de poudre de gaz rouge, plutôt rougeâtre ou ocre, que Fabrice Chamelin, un collègue chimiste, décrit très bien dans les livres, et cette matière-là nous fait rentrer dans une sorte de seconde conscience qui est très bien décrite chez Herbert, qu'il appelle la préscience, et qui permet d'encaisser en fait les voyages spatiaux, évidemment, mais aussi quelque part les voyages un peu dans le temps, parce que cette drogue-là vous donne la capacité de mieux comprendre les conséquences du présent. Alors c'est pas vraiment une lecture du futur, mais conséquences à apprendre et deviner un peu les conséquences de nos actes, ça revient souvent dans l'œuvre chez Herbert, puisque c'est comme ça qu'il définit l'écologie, la science des conséquences. Et finalement, dans cette définition-là de la science des conséquences, on pourrait mettre, selon Herbert, en fait, ce qu'est vraiment l'essence même de la politique, puisque autant Herbert n'aime pas les politiciens, enfin les politiciens, autant pour lui, finalement, un bon politique, ok, on est d'accord, c'est rare, mais ce serait quelqu'un qui serait capable, en fait, de reconnaître les conséquences, en fait, multiples d'un système que l'on va modifier. Et donc, pour Herbert, en fait, tout est lié, l'épice, les vers, le climat aussi, le manque d'eau sur la planète, parce que le même cycle de croissance du ver géant désertifie en fait la planète. Et du coup, quand les humains ont introduit ces espèces de truites des sables, les premiers stades de développement dont on parlait tout à l'heure, la truite, pour se développer, pour se transformer en ver, va détruire en gros en fait le peu d'eau interstitielle dans les grains de sable, la même eau qui est récupérée très 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 précieusement, comme tu l'as expliqué, par les Fremen. Et à la récupérance, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent transformer leur planète en quelque chose qui n'est plus un désert, et donc par là même couper, arrêter le cycle du ver des sables, et donc finalement détruire ce qui fait la richesse de la planète, mais le malheur des Fremen, puisqu'évidemment ils sont exploités, ratatinés, parce que bon, c'est d'accord, la planète elle est à vous, mais l'épice est à nous, et qui fait que du coup ils vont, ça pose un problème double, c'est-à-dire qu'ils vont enfin en tout cas pour l'Empire, les Fremen d'abord ils sont agaçants pour l'Empire, et en plus ils veulent transformer la planète qui produit l'épice, donc ils sont deux fois agaçants. C'est vraiment. Et puis c'est vrai que l'épice aussi, alors elle permet en fait d'avoir ces espèces de dons de voyage, mais aussi c'est un agent finalement mutagène, parce que si vous sniffez un peu trop d'épices, alors entre parenthèses, Herbert a beaucoup pris de psilo. Étant jeune, et puis en lien avec l'écologie aussi, il a rencontré ces Native Americans, ces Amérindiens, et il prenait défense avec eux contre la déforestation de leurs réserves vers Tacoma,
dans l'État de Washington, en fait, au sud de Seattle, en gros. Et d'après un historien, un des chefs de la, j'aime pas le terme tribu, je préfère, enfin du groupe ethnique en question, lui aurait dit un jour, les humains sont en train de transformer la planète en wasteland. Wasteland, c'est plutôt la décharge, plutôt le milieu, enfin l'espèce de terrain vague désertique, quoi. Et donc là, on a déjà, en fait, chez Herbert, cette espèce de vision d'une terre, du futur, à cause des humains complètement arides, complètement massacrés, avec cette histoire, justement, de vers géants, d'épices, qui rajoute du côté dynastique, du côté conquête et du côté géopolitique. Et voilà, tout est lié, en fait, chez Herbert, et c'est ce qui fait aussi la force du roman, c'est qu'il avait vraiment conscience aussi des cycles, des grands cycles géologiques, hein, puisqu'on a parlé de l'érosion éolienne qu'il décrit dans Dune, et des cycles même géochimiques, puisqu'il parle de l'oxygène, de la modification de l'atmosphère, de la raréfaction en fait de l'eau, la même eau qui est puisée un peu comme ils peuvent par les Fremen. Alors, je voudrais revenir sur le distill, mais rapidement, tu me dis, hein, c'est de la high-tech, effectivement, et en principe, ça existe presque. Il manquerait plus que l'énergie, finalement, pour pouvoir envoyer de l'eau contre ces nanofiltres, et c'est ce qu'on a en fait sur le terrain. C'est pour ça que je t'ai coupé tout à l'heure, c'est que quand on part prospecter en Zambie ou en Tanzanie, dans des milieux, ou même au Sahara, dans des milieux très désertiques, on a des espèces de pompes, en fait, c'est des pompes catadines, c'est des pompes céramiques, en fait. Et donc c'est la céramique qui filtre en fait l'eau. Mais on peut vraiment prendre l'eau, alors on ne prend pas l'eau de notre urine, parce qu'on trouve toujours un marigot ou une rivière. Alors quand on est en Zambie ou en Tanzanie, il faut faire un petit peu attention aux crocodiles. Mais du coup, on peut vraiment pomper et boire n'importe quoi une fois que c'est filtré, que ça passe dans les nanofiltres en fait céramiques. L'eau garde une petite couleur quand même. S'il y a du limon un peu plus fin, c'est une question de granulométrie, hein, de physique. L'eau en question garde aussi un petit goût. Si c'est de l'eau un peu croupie, bon, ben, vous allez avoir un petit peu un goût d'algue ou un peu de moisi en bouche, mais ça va vous permettre de continuer à prospecter, et c'est très très précieux, effectivement. Alors vous avez vu, hein, rien que sur la science dans Dune, on peut aller très loin et on peut tenir presque 1h20 quasiment. Il y a d'autres aspects de l'œuvre de Dune qui peuvent être intéressants à traiter, qu'on n'a pas abordé, qu'on n'abordera pas ce soir, qui même sont sur les grandes figures symboliques des personnages, entre l'affrontement entre la famille Atreides qui représente la Grèce antique, les Harkonnen qui représentent à l'inverse la Rome antique, les figures des personnages, certains font penser à des chevaliers arthuriens, d'autres sont frappés par la malédiction. Le duc Leto, rien que par son nom, qui veut dire mort, Leto en grec, incarne déjà une figure tragique et antique. Bref, il y a pas mal de choses à dire. Peut-être un mot quand même avant, puisque vous allez, je pense certains et certaines d'entre vous vont rester pour voir le film Jodorowsky Dune de Frank Pavich. Frank Pavich que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer dans Tout sur Dune, qui nous a raconté pas mal d'anecdotes. Vous allez voir un film qui est quand même assez génial. Ce film documentaire est important parce que la légende dit, mais je pense que c'est vrai, que c'est le premier film qui a un peu relancé la hype autour de Dune. Dune est une franchise maudite, hein. Après l'échec du film de David Lynch, une trilogie devait sortir initialement. Plus personne ne s'est intéressé à Dune à Hollywood. Ça veut dire que ça a été pendant longtemps considéré comme maudit. La Paramount a essayé de faire un long métrage dans les années 2010. Ça n'a pas du tout marché, ils n'ont pas trouvé de fonds. Et arrive un documentaire, Jodorowsky Dune, qui va raconter l'histoire de ce fameux projet fou que Alejandro Jodorowsky, réalisateur de El Topo, puis après scénariste de peut-être la plus grande BD de science-fiction de tous les temps, qui s'appelle L'Incal, qui, certaines mauvaises langues pourraient dire que ça reprend très fortement le scénario de Dune, Alejandro Jodorowsky va tenter de faire un film et va réunir des guerriers spirituels, dont
Moebius, créateur de Métal Hurlant, mais surtout considéré aussi comme un des plus grands dessinateurs de la BD de tous les temps. Vous allez voir un film qui est vraiment intéressant, mais ce qui est aussi rigolo, quand dans les coulisses de ce film, Frank Pavich n'avait jamais lu Dune. Il n'était pas du tout intéressé par l'œuvre d'Herbert. Par contre, quand il a débuté ce projet, souvent cité dans les films qui ne se sont jamais faits, les films les plus excitants qui n'ont jamais eu lieu, comme le Napoléon de Stanley Kubrick, il s'est dit pourquoi pas aller voir Jodorowsky et parler avec lui. Et donc c'est ce qui a créé ce documentaire. Il y a eu 4 rencontres avec Jodorowsky, donc que vous allez pouvoir regarder. Malheureusement, Jean Giraud, alias Moebius, va mourir en fait pendant le début du tournage du film. Ce sera très compliqué avec la veuve de Moebius, Isabelle Giraud, qui refusera qu'il y ait une interview de Moebius au tout début du projet et qui fera interdire le film en France. Puisque pour des questions de copyright, on en parle d'ailleurs, on a un article avec un professeur de droit qui évoque les questions de contrat. À l'époque, il y a eu un storyboard mythique, monstrueux qui a été réalisé, qui appartenait à Michel Seydoux, qui était producteur de ce projet Jodorowsky Dune, mais il y a le droit moral, et donc il faut, si on veut projeter ou montrer des œuvres qui ont été faites par un artiste, il faut avoir son autorisation. Or, même s'il y avait censé être l'autorisation au début du projet, et ben, quand le film a commencé a été diffusé à Cannes, il y a eu 2 projections, et à la 3e, les gendarmes sont arrivés, et donc du coup, le film n'a pas pu être montré en France dans une version cinéma. Elle est sortie après plus tard en DVD Blu-ray. Et donc ce qui s'est passé, et c'est pour ça que ce film est intéressant, c'est que le fameux storyboard mythique de Moebius a été animé pour ce Jodorowsky Dune. Le film a été fait très rapidement, sous l'espace de 2 ans. Et vous allez voir, j'espère que ça va vous encourager, puisque je trouve que le film est quand même très encourageant. Jodorowsky est un personnage truculent, qui a de nombreuses anecdotes. On rigole pas mal en voyant ce film, vu qu'il raconte un peu cette folie qui a eu lieu. Ce qui a intéressé Pavich, c'est que finalement, ce film ne s'est pas fait à cause de la personnalité de Jodorowsky. La personnalité de Jodorowsky a fait peur aux producteurs hollywoodiens, et toute l'équipe qu'avait créé Jodo s'est retrouvée sur d'autres projets, notamment Alien de Ridley Scott, qui a connu le succès que vous connaissez. Donc c'est un projet très spécial Dune, et ce qui est très drôle avec ce projet, c'est que quand même, Jodorowsky, c'est un peu comme le Bene Gesserit, comme l'ordre du Bene Gesserit qui vous met une légende dans la tête pendant des décennies. Plein de gens continuent de penser que finalement son Dune aurait été le meilleur Dune de tous les temps, que ça aurait été incroyable, un film de plus de 6 heures je crois, et pour rigoler on a fait une nouvelle dans Tout sur Dune qui raconte si le film était sorti. La famille Jodorowsky n'a pas du tout apprécié la nouvelle, qui racontait que le film aurait été en fait un four, et raconte plein d'anecdotes connues autour de Jodorowsky, et du coup la famille nous a dit très concrètement qu'ils n'avaient pas du tout apprécié cette nouvelle uchronique de 4 pages, mais qui est assez rigolote. Pourtant des anciens techniciens de Jodorowsky ont adoré, et nous ont même envoyé des messages pour nous dire que ce qu'on imaginait était un petit peu proche de la réalité, ce qui montre bien que Jodo, même si c'est un grand génie, reste une personnalité complexe et des fois un petit peu problématique. On a un petit peu de temps, je crois 15 minutes avant les questions-réponses, et après on passe à la séance de dédicaces. Voilà, s'il n'y a pas de mauvaises questions dans la salle, nous sommes tous les 3 ouverts et disponibles, donc n'hésitez pas à poser des questions. Oui. Avec le micro, pour qu'on vous entende. C'est bon, ok. Vous avez parlé de distill et de cycle de l'eau, mais du coup, il leur manque des minéraux pour pouvoir survivre. Donc, je sais pas, j'ai pas lu les livres personnellement, donc je ne sais pas s'il est question de tous ces minéraux nécessaires au corps humain. Oui, les minéraux, ils sont retenus en fait quand l'eau dans le distill passe via les nanofiltres. Mais les minéraux, oui, sont capitaux en fait pour notre osmose, réguler notre thermorégulation, etc. Ouais. Et les minéraux sont censés finalement, l'eau c'est un solvant naturel, c'est de l'eau liquide et qui va en fait puiser un petit peu partout sur la planète, et puis ensuite on extrait l'eau justement, et les minéraux servent à la physiologie en fait des organismes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il faut imaginer que l'eau, une fois filtrée, elle
elle est rendue potable. C'est pas de l'eau distillée comme on pourrait imaginer, l'eau bidistillée. Hein. D'ailleurs, si vous avez fait de la chimie, vous avez peut-être essayé de boire une fois de l'eau bidistillée qu'on utilise en chimie. Ça va pas du tout, quoi. On sent bien que c'est pas ça qu'on a envie de boire. C'est comme l'eau salée, quoi. L'eau de la mer, on essaie de boire une fois, puis on dit ben non, quoi. Ça va pas. C'est pas comme de l'eau habituelle. Donc effectivement, il faut que l'eau soit après traitée, enfin qu'elle soit rendue potable, qu'elle contienne des minéraux pour les raisons de pression osmotique et de plein de choses. Bon, ça c'est en gros, c'est trivial. Il faut avoir une petite source qui dissout le truc dedans et c'est marre, quoi. Sans parler du fait que dans les nanofiltrations, il y a des choses qui passent, les molécules d'eau, et éventuellement d'autres choses qui passent et qui sont plus petites que la taille des filtres, hein, d'autres choses, des minéraux dissous, des choses comme ça qui peuvent passer. Donc c'est pas voilà, c'est pas un problème en soi, mais il faut en tenir compte. Autre question? Vas-y. Il y avait une série aussi, tu as parlé de Dune de Lynch, de Villeneuve, il y avait une série moisie dans les années 2000 à peu près. Alors, de Dune. elle est pas si, c'est sévère, hein, elle n'est pas si moisie que ça. Sur la 6, je crois. Sur Sci-Fi, il y a une série Dune en plusieurs parties sur Sci-Fi. C'est à ce moment où Sci-Fi s'est renouvelé et c'est ce qui a permis la série de bonne facture. Il y a William Hurt, enfin, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, cette série Sci-Fi a une importance. Elle a permis, et notamment il y a Dune Childhood, les enfants de Dune, cette série a permis l'avènement d'une immense série de science-fiction qui est Battlestar Galactica. Et donc le succès de cette fameuse série Dune a encouragé le studio Sci-Fi à continuer à faire des réadaptations d'œuvres mythiques, et donc ils ont décidé d'adapter Battlestar, qui est une des meilleures séries de science-fiction de ces 20 dernières années. Et après Star Trek, bien sûr. Ouais, tout dépend de quelle Star Trek on parle, mais de quelle série on parle. Mais oui, on peut débattre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, merci à vous. Au fond. Le micro va arriver vers vous. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'abrasion du sable avec le ver géant, mais je ne connais pas la gravité sur la planète, mais ça ne serait pas aussi un problème de subir son propre poids pour un ver de cette taille ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas viable au niveau biomécanique. Hein. La biomécanique, c'est l'étude en fait des mouvements en fait des organismes. Imaginez des vers aussi gros, aussi énormes, aussi massiques, dans un milieu très granulaire qu'est le sable, avec déjà une densité propre. C'est impossible en fait. On a calculé avec Roland le volume de sable et la masse déjà. Tu t'en souviens, 2 millions de mètres cubes. C'est quelque chose comme 2 millions de mètres cubes bougés. Le sable, c'est 2 tonnes par mètre cube, donc ça fait beaucoup de tonnes à bouger quand même. Donc il faut de l'énergie pour ça, hein. C'est pas juste gratos. Hein. Quand on se déplace dans l'air, on pousse l'air. Hein. Donc ça va, l'air c'est pas très dense, mais on voit bien qu'on court moins bien dans l'eau déjà. Et il n'y a pas besoin d'être complètement immergé parce qu'on flotte un peu, mais juste à mi-taille, on sent bien que ça court moins bien dans l'eau. Parce que c'est juste 1000 fois plus dense que l'air. Et donc l'air, ça, et puis il y a effectivement l'effet de, simplement, si c'est un verre, on l'imagine mou. Enfin les verres qu'on connaît, c'est des petites choses, ils sont molles, ils n'ont pas de structure interne. Et donc d'où, sur son simple poids, c'est un peu comme Jabba le Hutt. Par exemple, Jabba le Hutt, il ressemble à une grosse limace, c'est pas trif, quoi. Il faut qu'il ait une petite structure. C'est mieux s'il avait un petit squelette pour tenir le merdier, quoi. Et donc dans les vers qui font 400 mètres de long et 80 mètres de diamètre, les gros, il y a des plus petits, mais les gros, ça serait mieux qu'ils aient une structure interne, quoi. Sinon, crunch, ils sont écrasés par leur propre poids. Donc ça pose évidemment plein de questions de biomécanique qui sont pas du tout résolues par Herbert, même pas du tout discutées. Le ver existe et il fait des plans. Et les Fremen aussi, il se passe des choses. Donc évidemment, le ver pose des problèmes de biomécanique. Alors au niveau pénétration dans le sable, Lynch s'en sort assez bien parce qu'on a le dessinateur là, on a une forme de vie en fait avec une symétrie axiale, une symétrie 3 qui est visible, et on peut imaginer en fait des espèces de vis en fait organiques géantes, enfin plus ou moins géantes, hein, comme des fuseaux. Après, le ver de Villeneuve, enfin des créatures designers de Villeneuve, je le trouve moins réaliste en fait que les vers de Lynch, qui sont un peu plus, on va dire, biodynamiques. Les vers de Villeneuve, ils m'évoquent un peu trop la lamproie,
parce qu'il y a un disque oral avec ces fameuses dents hein, qui servent d'armes sacrées un peu pour les Fremen. Les cris, c'est ça, les cris. Et ces dents-là, alors elles sont intéressantes quand même parce qu'elles évoquent un peu les fanons des cétacés, des baleines en fait, qui filtrent un petit peu, qui filtreraient en fait les particules organiques qui sont coincées dans le sable pour que le ver puisse bouffer. Mais vous verrez en fait, si vous restez pour le docu de Jodo, moi j'aime bien les vers selon Möbius justement, qui sont ni de cet ordre-là, ni de l'ordre de ceux de Villeneuve. Je ne veux pas vous spoiler, mais c'est un autre type de vers vachement intéressant. De toute façon, vous verrez dans le documentaire, mais la proposition de Jodorowsky est très très différente de la proposition de Frank Herbert. Hein. C'est quelque chose d'assez différent. Et si vous avez lu La caste des métabarons et l'Incal, vous retrouverez, on retrouve facilement des idées de scénario que Jodorowsky présente dans ce documentaire, dans ces deux BD qui sont évidemment à lire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, deux dernières questions. On peut prendre 2 questions encore, c'est bon. Oui, par rapport à la taille des vers des sables que vous évoquiez et à l'épaisseur de sable dans laquelle il faudrait qu'ils évoluent, c'est concevable une telle épaisseur de sable sur une planète? Non, oui, c'est ça, l'épaisseur. Alors, on peut imaginer des zones avec une épaisseur de sable assez considérable, mais un ver de 400 mètres de long, 80 mètres de diamètre, il faut au moins 4 fois l'épaisseur, donc on est à peu près à 400 mètres de profondeur de sable, ce qui fait... Oui, voilà. Sur des... Oui, sur des... Il y a une zone de verre autour des pôles, mais bon, ça fait quand même, c'est des kilomètres carrés quand même. Sur Terre, dans le Sahara, je crois que l'épaisseur de sable, elle est au mieux à 18 ou 20 mètres. Enfin, c'est pas mal, hein, mais c'est pas 200 mètres, quoi. Hein. C'est pas. Quand on voit un truc comme la dune du Pilat, vu ça en altitude, c'est un truc incroyable, la dune du Pilat. Enfin, sur l'épaisseur de sable empilée, elle est énorme. En fait, dans le Sahara, il parle des grandes dunes, mais typiquement, l'épaisseur moyenne, elle est d'une vingtaine de mètres. Hein, donc, c'est pas. Là, c'est vraiment. D'où vient le sable, quoi. Alors on peut augmenter un petit peu l'épaisseur de sable si on imagine en fait une planète complètement ou presque complètement aquatique, et le sable serait finalement des dépôts marins complètement secs, asséchés. C'est possible. Il faut enlever l'eau par contre. Voilà. Ouais. Ou alors il faut imaginer en fait ce qu'on appelle un bedrock, donc une matière première en fait indurée. Donc une croûte terrestre, enfin terrestre entre guillemets, parce que c'est sur Arrakis, une croûte arrakéenne, je ne sais pas trop comment on dirait, finalement pas si dure que ça, avec des vents de sable justement quasi continus pour éroder, et même en 10 millions d'années c'est chaud. Ouais. C'est une planète hyper jeune en fait, 10 millions d'années c'est rien en termes de vie. Oui, en plus. 10 millions d'années, c'est l'espérance, enfin c'est la moyenne de durée de vie d'une espèce d'invertébré. En termes d'évolution, hein, si vous êtes constitué de vertèbres, c'est 1 million d'années, en fait. Un facteur 10 à peu près. C'est des échelles vraiment à prendre à la louche, parce que c'est des moyennes qui sont calculées sur en fait les dates d'apparition des espèces fossiles, et puis les dates d'extinction, et puis on retranche, et puis on a des données. Il y a aussi, dans le roman, Frank Herbert fait signaler, enfin c'est Jessica qui signale ça, enfin, par la voix de Jessica, l'épouse de Leto Atreides, la concubine de Leto Atreides, signale qu'il y a des zones qui ont l'air blanches dans le Grand Erg, et en fait c'est des dépôts de sel. Ça, on sait que c'est des... Donc du coup, ça c'est la preuve qu'il y a eu des endroits, des lacs, peut-être des grands lacs, peut-être pas des océans, mais des grands lacs qui se sont asséchés et qui ressemblent au grand lac salé américain. Et donc, il doit y avoir quelque chose comme ça. Il y a eu des zones aqueuses à l'air libre, en grande surface, pas forcément très profonde, sur Arrakis, dans le passé. Donc ça, c'est un point intéressant. D'ailleurs, c'est pareil, c'est intéressant, c'est de comparer ça avec la planète Mars, où sur Mars, on pense, quand on regarde Mars, il n'y a pas d'eau liquide sur Mars actuellement, enfin en tout cas pas d'eau liquide en surface, ça c'est certain. Dans le sous-sol, on n'est pas sûr du tout, parce qu'on n'a pas été foré, on n'a pas exploré de manière suffisamment précise. Mais il y a, quand on regarde les zones altimétriques, il y a toute une zone autour du pôle nord martien, qui semble être le fond du paléo-océan, qui s'est évaporé quand Mars a perdu son atmosphère, il y a à peu près quand elle avait entre 500 et 700 millions d'années.
Et donc dans ce paléo-océan martien, sur le fond, le sol, le régolithe, parce que c'est plus un sol, le sol sur Terre c'est quelque chose qui est mélangé avec du vivant. Il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a des vers de terre, il y a du vivant. Un sol sur Terre c'est vivant. Sur Mars il n'y a pas de sol, il n'y a que du minéral, donc on appelle ça régolithe. Et le régolithe martien, on sait que dans cette zone paléo-océanique, il est beaucoup plus riche en potassium que dans toutes les autres zones. Et le fait qu'il soit riche en potassium, ça indique que c'est sans doute corrélé avec qu'il y avait de l'eau liquide qui a dissous des trucs et quand elle s'est évaporée, eh bien, il reste le sel au fond. Le sel, c'est du sodium, mais ce qu'on sait détecter depuis l'orbite, avec je ne sais plus quelle sonde qui regarde la désintégration du potassium 40, et donc qui détecte les rayons gamma émis par la désintégration radioactive du potassium 40, on a détecté le potassium depuis l'orbite et pas le sodium. Mais sur Terre, quand il y a du potassium, il y a typiquement une teneur en sodium qui est 10 fois supérieure dans les fonds d'anciens lacs séchés ou des choses comme ça. Et donc on se doute, il y a une très grande indication que cette grande zone autour de la calotte polaire nord martienne soit la zone du paléo-océan martien. Donc ça, voilà, ça qui est marrant, encore une fois, c'est pas tellement Dune. Et ce qu'il nous dit, il fait des choses plausibles, il évoque des régions du Grand Lac Salé américain ou d'autres choses comme ça. Mais c'est-à-dire, ça ressemble à quoi de ce qu'on sait maintenant? À la limite, c'est même maintenant, c'est même pas de 65. 65, sur Mars, on sait des choses, mais assez peu de choses. Hein. Assez peu de choses. La sonde Mariner 9 est passée et c'est tout, quoi. Donc on a une vision. Les premières images de Mars de la sonde Mariner 9, c'est des colonnes de chiffres. Et ensuite, il y a des gens qui prennent les chiffres et qui remplissent avec un crayon de couleur qui colorie des cases. Et c'est la première image de Mars. Il faut réaliser ça. On a des colonnes de chiffres qui arrivent, des nombres des chiffres. On sait comment ils sont rangés dans la matrice qu'il faut faire. Et on colorie des cases pour avoir les teintes de couleurs que ça donne. Voilà, c'est ça, la première image de Mars. Et donc, en 65, on sait pas grand... Enfin, on sait des choses sur Mars, mais on ne sait pas comme les images incroyables dont nous disposons maintenant. Et du coup, c'est assez intéressant de faire tout ce tour-là et de réaliser c'est quoi l'eau dans le système solaire et sur Terre et blablabla, et les lacs salés et tout ça. On ne savait pas qu'il y avait de l'eau solide. De l'eau solide sur Mars? Si, on savait quand même les compositions, parce que là, par spectroscopie, on savait des choses, spectroscopie, même depuis la Terre. On savait qu'il y avait des calottes d'eau, on savait même que la calotte martienne polaire nord était plus riche en eau que la calotte polaire sud, mais il n'y avait pas de mesure de concentration, etc. C'est après qu'on a, dans les sondes Viking, dans les 70 surtout. On va prendre la dernière question, et puis après on va vous libérer. On a parlé tout à l'heure de la taille de ces vers, et qu'ils étaient beaucoup trop gros et qu'ils risquaient de... Mais est-ce qu'on pourrait raisonner à l'inverse et se dire, bon, ils ont cette taille-là, ils existent, et finalement, quelle planète, de quelle taille ils pourraient exister? Et est-ce que vous êtes amusé à faire le calcul de la taille que devrait avoir une telle planète? Non, par contre, on s'est dit que si ces vers-là ont été importés, c'est qu'ils sont viables en fait ailleurs, et notamment, ils seraient très viables en fait sur une planète océan. Et ça rejoint un petit peu l'histoire justement géologique, alors certes un peu trop rapide en termes de planétologie, mais peut-être d'une couverte en partie par de l'eau liquide. Mais on n'a pas fait le calcul, le rétro-calcul avec la planète idéale. Et ça, c'est une question, c'est un point extrêmement intéressant, c'est qu'à la fois on peut prendre l'œuvre telle qu'elle est et puis l'analyser, d'en tirer de l'information, mais on peut faire aussi le rétro-engineering. On dit bon, ok, Herbert a raconté des conneries, mais le ver des sables existe vraiment. Et donc, c'est quoi la planète pour que ça marche? Donc là, c'est un point. C'est exactement dans la ligne droite. C'est le même état d'esprit. C'est prendre l'œuvre et la faire parler au-delà de ce qu'elle montre. Et là, on pourrait imaginer ça. Alors, c'est vrai qu'il faut une gravité sans doute pas très importante. Il faut regarder les tissus. Et là, c'est un être énorme. Ça veut dire estimer en fait quelle gravité il pourrait supporter pour ne pas s'effondrer lamentablement sous son propre poids. Et du coup, ça donnerait une idée de cette gravité-là, de la taille de la planète. Il est possible que ce soit pas très grande. Le cas extrême, on n'a pas fait le calcul, mais Star Wars l'a fait pour nous. Il y a comment il s'appelle, l'exogorte. Merci. L'exogorte, l'espèce de ver qui est dans l'astéroïde qui veut bouffer le Faucon Millenium. Quand le Faucon Millenium arrive, il se pose sur l'astéroïde pour se planquer. Il y a les impériaux le chassent. Ils se planquent. Ils se croient qu'ils sont dans une grotte peinard et en fait ils sont dans le tube digestif de l'exogorte qui est énorme. Le Faucon Millenium rentre et là l'exogorte il est tranquille, effectivement il y a la gravité
très faible. Dans un astéroïde, c'est 1/1000 de gravité terrestre. Bon, après, le problème, c'est qu'est-ce qu'il mange. S'il a que un Faucon Millenium tous les 100 ans, ça fait un peu léger comme il respire. Enfin, il y a d'autres problèmes qui se posent pour l'exogorte. Vous voyez, donc là, l'exogorte, pour le coup, alors qu'il est énorme, hein, le Faucon Millenium, c'est comme un petit poids par rapport à lui, quoi. C'est vraiment un truc rien. Donc lui, il peut parfaitement être viable dans la gravité très faible d'un astéroïde, modulo qu'il n'y a pas d'atmosphère, il y a rien à bouffer, enfin il y a d'autres problèmes qui se posent. Donc on arrive finalement à des contraintes il y aura des contradictions, donc on n'arrive pas à lever d'une façon ou d'une autre, mais c'est l'exercice qui est intéressant, c'est pas la réponse finalement. Très bien, alors ce sera le mot de la fin. Alors déjà, on va remercier tous les organisateurs et organisatrices de cet événement. On vous remercie de nous avoir fait venir jusqu'à vous. Merci à vous, cher public, d'avoir été aussi patient et patiente. Et merci à notre ami libraire qui est venu avec des livres pour la partie dédicace. On a, je crois, une trentaine de minutes. Et puis après, vous pourrez voir Jodorowsky Dune. Encore merci de votre attention.